De bon matin, frontière passée, lit fait, nous roulons en Mongolie, pays grand comme 3 fois la France, peuplé de 3 millions d'habitants. Oulan-Bator n'est plus très loin. Nous croisons nos premières yourtes, qu'ici on appelle guerres. Nous approchons de la capitale, une des villes les plus polluées du monde. Victime de son succès économique, Oulan-Bator est située dans une cuvette qui concentre les particules fines. À notre arrivée dans la capitale de Mongolie, nous visitons ce monastère bouddhiste de style tibétain. On dénombre actuellement une centaine de moines. Ce temple abrite une statue de 26 mètres de haut représentant le guide des hommes sur le chemin de la vérité. Principal centre d'enseignement bouddhique de Mongolie, il règne ici une ferveur religieuse particulière. Très corbillard l'intérieur de ce bus, et la langue de Zelda est particulièrement longue. Là, c'est la période où les gens sont en vacances. Contrairement à la périphérie, le centre-ville de Oulan-Bator est plutôt moderne. Dans ce restaurant plutôt tendance, on choisit ses viandes, ses légumes, ses sauces, on dépose le tout sur un comptoir et le cuistot prépare le plat devant vous. Nous quittons la ville, ses embouteillages et sa pollution pour le parc naturel de Kustine.
À peine arrivés, nous changeons de véhicule pour aller à la recherche des chevaux sauvages de Przewalski. Pour l'instant, le sauvage, c'est le conducteur. Les chevaux sont repérés. Nous avançons à pied. Difficile d'approche. Petit, d'un aspect massif, une grosse tête, une forte encolure, il rappelle les représentations de l'art préhistorique. Impossible de les approcher à moins de 200 mètres. Nuit calme sous la yourte, en plein milieu de la steppe. Nous quittons le campement pour rejoindre un autre campement plus au nord. Hop là, allez, petite aiguille et je le pique. Il commence par échanger les tabatières. Donc, quand on échange les tabatières, on tient le tabatière sur la main droite et on supporte le coude du bras droit avec la main gauche, comme ça. Donc, les salutations chez les éleveurs, c'est toujours lié en fonction des saisons. Comme c'est l'été, on se demande toujours « Bonjour, comment ça passe l'été? Est-ce que le troupeau va bien? Est-ce que le climat est bien chez vous? » etc. C'est les premiers mots d'échange de salutations. Et la yourte peut faire aussi le compas parce que la porte est toujours orientée vers le sud. Donc on peut la diviser en deux parties, comme ça, le côté droit et le côté gauche. Le côté gauche, c'est plutôt destiné pour la maîtresse de la yourte, pour la dame. Donc elle arrange ses objets, ses affaires là-bas. Et là, dans le nord, ils mettent les livres à prière, le Bouddha, c'est une place assez sacrée. Donc, on commence toujours par quelqu'un de la famille. Donc, c'est pour montrer qu'il n'y a pas de danger. Le membre de la famille en a vu. Donc, mieux. Regarde, mets-toi là.
En plus du cheval, le bétail fournit à la famille à peu près tout ce dont elle a besoin. Lait, viande, laine, moyens de transport. Il est à noter qu'il y a 2 fois plus de chevaux que d'habitants en Mongolie. Oh, ce vent, je suis encore décoiffé. Jusqu'au début des années 90, les troupeaux, les produits laitiers, tout ou presque, appartenaient à une coopérative d'État. Du fait de la réglementation, l'éleveur ne pouvait posséder plus de 50 têtes de bétail privées. Les restrictions ont été levées. Autour de notre campement, plein de petits rongeurs peu farouches ont creusé des dizaines de galeries. À l'heure de l'apéro, il y a les studieux et les amateurs de restes de vodka. Jean Champagne tapette. Ah bah dis. Alors moi tu me mets la moitié du gobelet et tu lui mets 2 gouttes. Après les cartes postales et l'apéro, nous voici invités dans une autre famille d'éleveurs. Te supporter. Les bancs publics. Dans public. Allez. Tamerte apo, à cheval, Non, il a vu juste 2-3 touristes qui passaient, mais ils étaient à cheval. Et ils ne sont pas venus chez eux. Par politesse, je me mets donc à priser. Pour être poli, il faut faire... Oui. Tu dois... Oui, c'est une salutation. Oui. 8 heures du matin. Les valises sont prêtes. Nous quittons à regret ce paysage grandiose. À l'entrée, un grand chaudron en bronze datant de 1726, pesant 2 tonnes. Construit en 1747, le monastère comptait initialement qu'un seul temple. À son apogée, on dénombrait 20 temples et près de 300 moines à résidence. Le complexe a été détruit en 1932 lors des purges communistes. Restauré en 1994, il sert désormais de musée. Sur les flancs de la colline, on accède à de nombreux petits hôtels aménagés dans des grottes.
Retour vers la capitale, à 1400 mètres d'altitude, est située sur le même parallèle que la ville française du Mans. « 6 heures du matin, nous quittons Oulan-Bator pour continuer notre périple en direction de la Chine. Nos 2 locomotives diesel nous tractent lentement en suivant les lacets de la voie. Nous roulons maintenant dans la steppe herbeuse, sur un vaste plateau de 1600 mètres d'altitude, façonné par l'érosion. Non, à la main, il y a des règles. Ah, c'est Laurence. Bon, Laurence, on t'attend. Tu veux qu'on passe chasser? Pendant tout le trajet en Russie et Mongolie, nos Provolitsa s'évertueront à remettre le tapis de couloir bien en ligne, avec plus ou moins de succès. On a encore perdu notre locomotive. La Chine, c'est tout droit. Nos valises. Nous rencontrons quelques Allemands. Oui, c'est les Françaises qui vont manger. Ah oui. Le désert de Gobi défile sous nos yeux. Il commence à faire chaud. La climatisation de notre voiture vient de tomber en panne. C'est une voie unique. Les trains s'arrêtent pour se croiser. Bien chaud, bien. Commence à la frontière chinoise une longue période d'attente. Nous descendons du train en laissant toutes nos affaires. Environ 5 heures seront nécessaires car il faut procéder au changement de bogie. En effet, l'écartement des rails russes et mongols n'est pas standard. La nuit a été courte. Nous roulons maintenant en Chine. Une fois la frontière franchie, on assiste à un changement radical de paysage.
Et là, t'as un petit château juste à côté. Et restauration, je veux bien. Cette fois, notre compartiment se trouve dans l'avant-dernière voiture. Il nous faut donc remonter tout le train pour rejoindre la voiture restaurant. Le paysage est magnifique. La ligne est une suite de vallées, de viaducs et de tunnels. Il fait très chaud, 35 degrés. La gare est bondée. Le parcours est difficile pour rejoindre notre bus. À peine arrivé, notre guide nous emmène place Tiananmen. C'est le plus fort de l'été. Il y a une chose que je dois vous dire. Sur la place Tiananmen, beaucoup de contrôles. Des contrôles. Regardez les caméras, le nombre de caméras. Voilà. Il y a aussi des contrôles des policiers en Abyssinie. Le palais de l'Assemblée populaire nationale. Palais de l'Assemblée. Et puis là, derrière vous, là par là, Mausolée Mao. Mausolée Mao. Il y a une inscription de la population essentielle du pays. Et cette grande stèle, c'est pour commémorer tous les Chinois qui ont donné leur vie à la libération de la Chine. Vous voyez la portée maintenant, c'est écrit « Vive la République populaire de Chine ». À droite, « Vive la grande solidarité des peuples du monde entier ». L'exposition sur la révolution chinoise. À droite, c'est sur l'histoire de la Chine. Heureusement, il y a du vent, car d'après Paul, avec le béton, il fait près de 50 degrés sur la place. Après notre petit entraînement du matin, nous prenons la direction de la cité interdite. Des vélos, des vélos, des vélos, voire même des vélos électriques. La cité est littéralement prise d'assaut par des touristes chinois. Nous rentrons par la porte sud. La cité interdite était destinée à accueillir les représentants célestes, c'est-à-dire les empereurs. C'est là qu'étaient prises les décisions impériales. La cité est composée d'un ensemble de bâtiments séparés par des cours et des passages formant comme une petite ville à l'intérieur de la capitale. Le sentiment de tous les autres empereurs, le Fils du ciel. Et en qualité du Fils du ciel, il lui devait avoir son palais terrestre. Et ce palais terrestre... La chaleur est accablante. 24 empereurs gouvernèrent ici sur près de 500 ans.
Nous passons la porte de l'harmonie suprême, utilisée jadis pour recevoir les visiteurs. Nous découvrons au loin le palais de l'harmonie suprême. C'est le plus grand des palais. Il était dédié à certaines occasions, telles que le couronnement d'un nouvel empereur. Ici, le palais de l'harmonie du milieu. Ce palais accueillait l'empereur avant les cérémonies officielles. L'arrière du palais de l'harmonie suprême. À l'intérieur, le superbe trône est coiffé d'un plafond aux couleurs fabuleuses. Le palais de l'harmonie préservée. Il supervisait les dernières épreuves des examens impériaux. Remplis d'eau, ces immenses jarres servait à éteindre les débuts d'incendie. Les Chinois adorent les nombres impairs. La cité interdite comptait 9999 pièces et 9 x 9 était tout particulièrement un nombre favorable. Les portes impériales contiennent généralement 81 clous en laiton. Le palais de la pureté céleste. Encore plus au nord, le jardin impérial. Nous quittons la cité interdite par le nord, par la porte du génie militaire. Dans le prolongement de la porte nord se trouve la colline du Charbon, haute de 108 mètres, édifiée avec les débris des constructions de la cité interdite. En redescendant de la colline, nous attendons tranquillement notre bus.
par ces fortes chaleurs, un peu de climatisation nous fera du bien. Ils ont du café ici, 20 yuan, expressé. Après le café, nous prenons la direction du palais d'été. Palais de la bienveillance et de la longévité. C'est ça le nom de ce palais. Tout ça, il a une tête du dragon, il a une peau du poisson, il y a des écailles. Il a une queue de lion et les 4 pattes de taureau. Un animal qui porte bonheur, qui chasse le mauvais esprit. Et l'image de l'empereur. Le phénix, c'est l'impératrice. L'impératrice. C'est là où il y a la galerie, la ligne rouge. La ligne rouge, c'est une galerie qui longe le lac. Ce qui est spécial pour cette galerie, c'est des peintures, des dessins. Ah, c'est des dessins. Aucune ressemblance, parce que chaque dessin représente un sujet, un thème différent. Ah, les maisons, les fleurs, on a des anecdotes, des légendes, etc. Ça, c'est pas des originaux. Ça, c'est une reproduction, parce que les originaux ont été effacés pendant la révolution culturelle par les jeunes de l'époque. Le palais d'été a été construit par l'impératrice Cixi à partir de 1886, non loin de l'ancien palais d'été, incendié en octobre 1860 par le corps expéditionnaire franco-anglais lors de la Seconde Guerre de l'opium. Le palais d'été de Pékin est une expression exceptionnelle d'art créatif du jardin paysager chinois. Il intègre réalisation humain et nature en un tout harmonieux. Pour découvrir un quartier à échelle humaine, Paul nous dépose dans des ruelles pittoresques anciennes. Les hutongs, moins nombreux aujourd'hui, remplacés par de nouveaux immeubles de béton. Ce soir, spectacle dans la salle du Xiamen Hotel. En voici quelques courts extraits. C'est un spectacle combinant musique, danse acrobatique, théâtre et costumes flamboyants et faisant le récit d'histoires tirées du passé historique chinois. Ce matin, nous voici partis pour 120 km afin de rejoindre un tronçon de la Grande Muraille. On s'apercevra de la Grande Muraille, pied sur la Grande Muraille. Et surtout que... Déjà commencé à transpirer. En fin de séjour,
Pour tenir. La Grande Muraille est sans aucun doute le symbole de la Chine. Les sections les plus proches de Pékin ont été restaurées, mais dans le nord, il n'en reste souvent que des pans de murs chancelants. La muraille était destinée à protéger le pays de l'invasion des tribus du nord de la Chine. Elle ne remplit jamais son objectif et ne parvint pas à arrêter l'avancée des troupes qui passaient entre deux tronçons. Cela reste malgré tout un ouvrage exceptionnel. 然后到这边了，人家景区下班了，路上没车了，还回不去了。然后又是。那边有10万多跑了，你这有啥子？ En 1703, l'empereur Gongxi choisit la station montagneuse de Chengde pour fuir la chaleur estivale de la cité interdite. La résidence impériale. Nous intriguons car nous croisons aucun touriste européen. Les Chinoises ne résistent pas au beau sourire de Zelda. Et à partir de 3e empereur, c'est jusqu'à le dernier 10 empereur, c'est à Pékin. Et celui-ci, c'est 2e empereur à Pékin. Il s'appelle Kangxi. C'est lui qui a régné la Chine pendant 61 ans. L'empereur Gongxi régna 61 ans. En plus d'avoir bon goût pour le choix de ses jardins, en comparaison des autres empereurs, ce fut un chef sobre, pragmatique et consciencieux. Grâce à lui, l'empire s'agrandit, s'enrichit et connut la paix et la prospérité. C'est l'un des plus impressionnants temples extérieurs de la résidence impériale d'été de Chengde. Il fut construit en 1755 par l'empereur Qianlong pour commémorer la défaite des rebelles mongols. Ce vaste ensemble est une synthèse harmonieuse des architectures chinoises et tibétaines. Dans les temples bouddhistes, confucianistes ou taoïstes, il convient de brûler de l'encens en l'honneur des esprits du ciel et de la terre. Tous
les symboles bouddhiques sont là, notamment une cloche dont le son pur chasse les mauvais esprits. Nous partons pour un deuxième temple. Il est vrai que nous n'avons croisé ici aucun touriste européen. L'éléphant, symbole de la puissance, le lion mâle et le lion femelle. À flanc de colline, construit sur le modèle du palais du Potala de Lhasa, ce temple est le plus grand des 8 temples extérieurs. Il possède une collection de tankas. Le moulin à prière, rempli de mantras, permet aux fidèles, en le faisant tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, de répandre ce mantra dans les airs. Les prières écrites sur ces petits drapeaux seront emportées au loin par le vent. Même les anciens combattants de l'armée chinoise sont de sortie. De la Chine, il y a plus de 2000 ans d'histoire. L'art de la découpe du papier. Elle va 4 fois en France. 4年还去了。 Il y a quelques minutes. Hein. Des 3 des petits. Ça, c'est 12 signes d'animaux. Comme les 这去年也在天安门广场，今年狗年。Par exemple, cette année, c'est l'année de chien. 有的话，看着谁弄的这样。Notre séjour à Chengde se termine. Nous quittons l'hôtel ce matin pour un retour sur la capitale. « 250 km plus loin, nous sommes à Pékin pour la cérémonie du thé. Bienvenue à notre maison du thé. En premier, utilisez l'eau chaude pour chauffer le thé. Toujours pas? Toujours pas, non. Comme le vin rouge, comme le whisky, le fût, c'est mieux. Ouais. Non, Non, toujours pas. D'après la météo de Pékin, 29 degrés. Hein, c'est agréable hein, donc pour la promenade. Le temple est situé au cœur d'un agréable parc de 270 hectares. Édifié sous la dynastie des Ming, le Temple du Ciel est l'un des plus grands sanctuaires du pays et un modèle de l'équilibre et du symbolisme architecturaux chinois. C'est là que l'empereur se livrait à des sacrifices
et implorait le ciel et ses ancêtres au solstice d'hiver. En tant que fils du ciel, il pouvait intercéder auprès des dieux, incarné par des tablettes du ciel au nom de son peuple et prier pour de bonnes récoltes. La salle de prière pour de bonnes moissons symbolise le point de rencontre du ciel et de la terre. Je ne sais pas si le ciel y pourra grand-chose, mais la pollution est bien là. Non, pas en vélo électrique, mais nous partirons quand même pour le temple des lamas. Il fut édifié au XVIIe siècle et converti en lamasserie tibétaine. Ces 5 salles principales sont un mélange de styles Han, mongol et tibétain. Tsongkhapa, c'est lui qui a fondé, qui a créé le lamaïsme au Tibet. L'histoire est qu'au XIVe siècle, au Tibet, il y a plusieurs sectes religieuses, y compris le bouddhisme. Donc, vous savez qu'il y a des conflits entre les différents sectes religieux. Alors, finalement, c'est lui qui a réussi à imposer donc, le bouddhisme aux Tibétains. Il a mis sur pied toute une série de règles pour qu'on puisse pratiquer de façon stricte la religion bouddhiste. D'où est créé le lamaïsme. C'est lui qui est considéré comme le fondateur de cette religion. Alors, sous son règne, il est suivi de 2 disciples. Il était appelé l'un Dalai Lama et l'autre c'est Panchen Lama. Donc les deux qui sont devenus après donc le maître, les 2 grands leaders gouvernant le milieu religieux tibétain. Donc ils prennent les 2 hommes, surtout Dalai Lama, comme toujours un pilier spirituel de la religion en Tibet. Et ils m'ont dit que, quelle que soit la divergence politique, nous, on les prend toujours comme notre Dieu, comme les Bouddhas vivants, surtout Dalai Lama. C'est notre dernière soirée. Sur le chemin, Paul nous organise un dernier tour de ville pour admirer l'architecture moderne de Pékin. Car ce soir, c'est restaurant du Canard Laqué. C'est sûrement là. Le canard laqué est le symbole de la Chine. Sa peau est luisante, croustillante, après avoir rôti pendant plusieurs heures. C'est la fin de notre séjour. Nous trinquons à la réussite de notre voyage, à l'efficacité et à la compétence de Laurence. Il fallait protéger le cadre.
Le canard est découpé par le cuisinier. Les morceaux sont placés sur des fines galettes avec de l'oignon trempé dans une sauce à base de farine fermentée. La galette peut être dégustée et c'est absolument délicieux. C'est dans ce magnifique restaurant de Pékin que se termine notre périple eurasien de 8000 km, en transsibérien et en transmongolien. Voyage qui n'a cessé d'inspirer notre imaginaire d'exotisme et d'aventure.